Là aujourd'hui, vous avez ces 600 € d'indemnité pour une requête au tribunal administratif. 600 € que vous touchez 2 ans, 3 ans plus tard, à la fin de la procédure. Est-ce que moi, à la place du client, je ferai l'action si je suis pas sûr de m'y retrouver à la fin de la fin ou que le jeu en vaille la chandelle? Personnellement, je ne le ferai pas, donc je le recommanderai pas à mon client. Avec l'IA aujourd'hui, qui est quand même très à la mode depuis à peu près 2 ans dans notre profession, c'est en train de révolutionner notre profession. C'est présent, ça disparaîtra pas. Surtout, vous mettez 2 minutes à trouver une information, auparavant, vous auriez mis 6 heures. Vous auriez facturé 6 heures à votre client. Quelle est la contrepartie? Alors, on est 12, effectivement, donc, avec le fonctionnement qui va avec. L'aide juridictionnelle, je me suis déjà longuement exprimé dessus, et c'est l'occasion de le rappeler, je ne l'apprends pas. Je ne travaille pas avec l'aide juridictionnelle. Pourquoi? Déjà, tout d'abord, parce que la gratification, ça c'est une gratification qui est accordée, est extrêmement faible. Elle ne représente pas le coût réel. Et en fait, surtout avec l'inflation, ce qui était accordé il y a peut-être 10-15 ans, ça pouvait encore être un peu équilibré. Là, aujourd'hui, vous avez ces 600 € d'indemnité pour une requête au tribunal administratif. D'accord? Vous voyez, c'est 600 € que vous touchez 2 ans, 3 ans plus tard, à la fin de la procédure. D'accord? Donc, c'est-à-dire tout le temps de la procédure, vous travaillez à l'œil. Quand vous êtes tout seul, c'est bon, c'est pas de problème. Moi, je prenais l'aide juridictionnelle au départ, j'étais payé 2 ans, 3 ans plus tard, ça faisait un petit bonus de temps en temps, c'était cool, mais j'étais tout seul. Donc si les fins de mois étaient difficiles, il n'y a que moi que ça impactait. C'est une histoire d'argent. Ça, j'en ai extrêmement conscience, c'est pour ça que Deuxième chose, on travaille beaucoup avec les protections juridiques et avec les assurances. Alors, on travaille. Moi, je ne suis pas cantonné au montant de la protection juridique. Je le rappelle, c'est très important, mais évidemment, vous pouvez avoir des assurances avec des garanties. Là, maintenant, c'est à vous de faire le travail, de dire est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que les garanties correspondent à une rémunération d'avocat? Ça, après, chacun est libre de négocier ses garanties. Moi, vous voyez, j'ai mes contrats d'assurance. Tous les ans, je les réétudie et je regarde s'ils répondent à mes besoins. Vous voyez? Donc ça, le bon père de famille, c'est ce qu'il doit faire. Il doit regarder s'il a une protection juridique, s'il est bien assuré et si les sujets sur lesquels il pourrait avoir besoin un jour d'un avocat sont pris en charge. Okay. Donc ça, je fais beaucoup de vulgarisation là-dessus. Donc j'informe systématiquement mes clients, attention, vous avez peut-être des assurances qui pourraient intervenir. Et quand j'ai des clients récurrents et réguliers sur des sujets, très souvent, j'arrive à m'aligner sur le montant des protections juridiques. Pourquoi? Parce que j'ai 3, 4, 5, 6 dossiers avec eux. Donc à un moment donné, on fait un pas vers eux. Et la troisième chose, et je pense qu'on est un des rares cabinets à le faire, c'est qu'on met en place des paiements échelonnés. On fait en sorte que le coût d'une intervention, finalement, ça soit un coût qui, pour nous, va être, on va dire, raisonnable. On va pouvoir s'y retrouver. Je ne perdrai pas d'argent à la fin du mois parce que, je le rappelle, j'ai 12 personnes sur ma responsabilité. Si je perds de l'argent, j'ai 12 personnes qui peuvent se retrouver au chômage. Donc, ma responsabilité d'employeur, c'est de me dire, il faut que je sois à un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, je fixe mon tarif et je réussis à proposer des facilités de règlement dans le temps jusqu'à 10 fois sans frais, ce qui permet aujourd'hui à énormément de personnes de s'offrir nos services. Ils ont la chance d'avoir à la fois le coût d'un avocat, le coût réel d'un avocat, tout en se permettant finalement de ne pas se priver à la fin du mois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va s'étendre dans les cabinets d'avocats. On est en train, nous, de travailler sur une solution qu'on va mettre à disposition de nos confrères parce que ça révolutionne la manière dont on travaille. On rend accessible, mais véritablement, le service d'un avocat haut de gamme. Parce que derrière, évidemment, il y a une équipe, il y a des ressources. Vous voyez le studio qui est là, c'est un peu à l'image des dossiers qu'on va traiter. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va passer du temps sur le dossier et qui aura évidemment toutes les ressources à sa disposition. Parce que quand vous faites des ressources juridiques, vous n'allez pas sur Google. Quand vous faites des ressources juridiques, vous n'allez pas sur ChatGPT. Vous avez des abonnements à payer qui sont extrêmement coûteux, mais qui vous permettent d'avoir une différence de niveau par rapport à d'autres cabinets qui ne pourraient pas se les offrir. Il y a toujours une question de pourcentage. Nous, en général, ce qu'on fait quand il y a un enjeu financier qui est intéressant, évidemment, si l'enjeu financier il est sur 4 000 à 5 000 €, ce qui est une somme, évidemment. Bon, un honoraire de résultat, moi, personnellement, je ne le fais pas parce que, en fait, il y a un moment donné où, économiquement parlant, c'est même plus intéressant pour le client. Donc il faut quand même avoir cette logique de se dire, est-ce que moi, à la place du client, je ferai l'action? Si je suis pas sûr de m'y retrouver à la fin de la fin, ou que le jeu en vaille la chandelle, personnellement, je ne le ferai pas, donc je ne le recommanderai pas à mon client. C'est comme ça que je raisonne. Donc quand il y a des très faibles enjeux financiers, moi, je ne mets pas d'honoraire de résultat. Mais quand on est sur des sommes intéressantes, on est là, vous avez parlé de 4-5 ans de procédure, mais moi, les gens qui viennent me voir, c'est 10, 15, 20 ans de procédure.
C'est extrêmement long, surtout en matière pénale. Eh bien, ces personnes, c'est 20, 30, 40 000 euros qu'ils peuvent espérer. Là, il y a un honoraire de résultat. Ça doit être un pourcentage et notre déontologie d'avocat nous demande d'être modéré dans le pourcentage. En d'autres termes, au-delà de 20% d'honoraire de résultat, c'est problématique. C'est problématique parce qu'on peut considérer que ça va devenir excessif. Et on peut avoir une réduction d'un honoraire de résultat. Donc, nos confrères, moi, d'une manière générale, on essaye d'être entre les 10 et 20%. C'est ça à peu près la pratique. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est on n'a pas d'argent. Est-ce qu'on peut conditionner l'intégralité de la rémunération de l'avocat uniquement au résultat? Ça, c'est une bonne question parce qu'on est très nombreux, sont très nombreux ceux qui nous demandent est-ce que finalement, vous accepteriez pas de travailler uniquement au résultat? Alors, je vous dirais, j'adorerais. Aux USA, effectivement, vous avez raison, ils vous prennent 50-60%. Et aux USA, les condamnations sont bien plus nombreuses qu'en France. En France, il faut vraiment batailler, hein, d'accord? Le juge, il raisonne comme ça, hein. Il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes, et s'il doit condamner quelqu'un, il faut qu'il soit sûr et certain. Il faut ramener la preuve par 3 que ce que vous dites, c'est vrai. Ce qui est, il faut le dire, des fois très difficile, voire impossible. Donc, en France, il y a beaucoup moins de condamnations. Mais surtout, c'est très important, en fait, c'est que les pactes de quota litis, c'est le nom latin et savant qu'on donne à ces conventions dans lesquelles l'intégralité de l'honoraire de l'avocat est conditionnée au résultat, sont interdites. C'est-à-dire que même si on voulait demain, on ne pourrait pas le faire. Déontologiquement, on aurait un problème. Donc moi, ce que je dis à mes clients, je ne peux pas vous facturer l'intégralité au résultat. Et il y a un autre truc qui me pose problème dans ces pactes de quota litis, c'est le côté, en fait, qui prend le risque? Il n'y a que l'avocat qui prend le risque. Vous êtes le seul à prendre le risque. Et vous devez être modéré. Donc ça veut dire que votre honoraire de résultat, il doit être modéré. Donc là, vous prenez un double risque. Et quand vous ne facturez pas et que vous facturez uniquement au résultat, en fait, c'est vous qui financez la procédure. Donc, moi, je pars du postulat, mais c'est mon choix à moi, que quand j'ai une personne qui veut faire une action en justice, il faut quand même rappeler un peu et remettre la charrue après les bœufs et l'église au milieu du village. Il faut quand même que la personne soit engagée dans sa démarche. Une procédure qui est gratuite, une procédure qui est, on va dire, avec un prix dérisoire, c'est une procédure qui n'a pas de valeur. Et si cette procédure n'a pas de valeur, ça veut dire que votre client il va être désintéressé par son dossier. Les dossiers les plus difficiles à gérer, c'est les dossiers pour lesquels les gens s'en foutent. Avec l'IA aujourd'hui, qui est quand même très à la mode depuis à peu près 2 ans, hein, dans notre profession, c'est en train de révolutionner notre profession. Hein. Alors, en bien, en mauvais. C'est présent, ça ne disparaîtra pas. Surtout, vous mettez 2 minutes à trouver une information. Auparavant, vous auriez mis 6 heures. Vous auriez facturé 6 heures à votre client. Par contre, ça va faire disparaître tous ceux qui vendaient uniquement leur temps et qui n'avaient pas d'expertise particulière. Eux, ils vont disparaître, évidemment. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est sélection naturelle. Là où c'est intéressant, c'est de dire, en fait, on ne vient pas pour la connaissance. C'est pas ça qui fait la différence. Moi, je pense que les gens ils viennent chez moi parce que quand ils appellent, il y a quelqu'un qui répond. On rigole, mais je peux vous assurer que c'est pas le cas. J'ai des gens qui viennent désespérés chez moi en disant mais en fait mon avocat, j'ai pas de nouvelles. Pire, j'appelle mon avocat, il m'engueule parce qu'il faut pas que je le dérange. Ok, vous voyez. Donc c'est pas là-dessus, on se distingue pas du tout sur la compétence juridique. Nos confrères sont aussi compétents que nous, enfin on est aussi compétents qu'eux. C'est pas là-dessus. C'est qu'en fait il y a de l'humain. Il y a de l'humain. Et en fait quand vous appelez votre avocat et qu'il vous rassure et qu'il est capable de vous l'expliquer, qu'il est capable d'être réactif, qu'il est capable de vous rassurer, en fait c'est ça que vous venez chercher après. C'est plus la connaissance. Donc c'est pour ça que je suis même pas sûr que les gens qui iraient prendre un autre confrère, après en comparant avec moi, ils iraient véritablement tout le temps vers lui. Je suis pas sûr. Parce que pour avoir du temps, vous devez structurer votre cabinet. Moi, j'arrive à passer du temps au téléphone avec mes clients, j'arrive à passer du temps avec eux parce que j'ai une équipe incroyable qui est autour de moi et qui se met en action. Parce que j'ai des super juristes qui vont être réactifs, qui vont bosser, qui vont faire sortir les dossiers, parce que j'ai 2 super secrétaires qui vont être au téléphone, qui vont répondre et qui vont faire tous les actes juridiques nécessaires, et parce que j'ai toute une équipe autour de moi qui vont faire que ça va tourner et que nos clients vont être assurés. Et ça, c'est là-dessus que je mise. Parce que la différence, elle ne se fera pas sur la connaissance. Elle se fera sur l'expérience que vous offrez aux personnes qui viennent chez vous et la manière dont vous allez les accompagner dans une démarche qui est toujours une démarche humaine et douloureuse. Qu'est-ce qui est passionnant? Alors, ce qui est passionnant, c'est d'impacter. Alors, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui m'anime le matin. Vous voyez, c'est ça où je me dis, là, tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, ça va forcément impacter. Il y a des gens qui vont dire, tiens,
Mince, délai anormalement, je ne savais pas. Tiens, procédure, on peut faire cette procédure. Tiens, un avocat peut effectivement travailler à l'aide juridictionnelle, protection juridique. Il y a plein de choses qui vont arriver à faire en sorte que les gens se disent, ok, je peux peut-être agir. Je peux peut-être avoir un point sur ma vie. Je peux peut-être agir sur ma vie. Donc ça, c'est super. Ça, c'est ce qui vraiment m'anime. Après, il y a des choses sur lesquelles, évidemment, la profession d'avocat m'offre. C'est par exemple le côté intellectuel. J'adore réfléchir. J'adore, on va dire, challenger mon métier. J'adore la manière dont je suis en train de révolutionner la manière de faire l'avocature. Si vous venez chez moi, ça ne se passe pas du tout comme chez mes confrères. On est plus proche d'une start-up que d'un cabinet traditionnel. Et ça, j'adore. Parce que c'est un métier qu'il faut dépoussiérer. Et la troisième chose, c'est que quand je traite mes dossiers chez moi, on a 1400 dossiers. Évidemment, c'est pas moi qui traite les 1400 dossiers. Je ne pourrais pas, humainement. Donc, j'ai une équipe. Qu'est-ce que je fais pour que la qualité entre le juriste 1, le juriste 2 et le juriste 3 soit toujours la même qualité pour n'importe quel de mes clients ? C'est simple. C'est du management, c'est aussi des process, c'est aussi des modèles, c'est aussi des ressources juridiques, c'est des outils, c'est de la formation et c'est évidemment de la stratégie qu'on va évoquer ensemble. C'est-à-dire toutes les semaines, on a une réunion, on passe 2 heures et on discute de tous les dossiers qui ont été traités dans la semaine. Donc en d'autres termes, le dossier, je le supervise toujours. Et on est là pour récupérer le meilleur du jus de cerveau que j'ai. Parce que évidemment, quand je cherche telle jurisprudence pour aller rapporter la preuve que ce que je raconte c'est vrai, c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que j'ai trouvée et qu'il va falloir que j'étaye avec de la jurisprudence. C'est le jus de cerveau. Et le jus de cerveau, l'IA, n'est pas encore assez bon pour ça. Et là, je vous donne un exemple. J'ai eu un exemple très concret, vous allez voir, vous allez adorer. J'ai 3 enfants qui viennent me voir et qui me disent... Enfin, 3 enfants. 3 enfants d'un père qui était déjà âgé et qui est décédé. Ces 3 enfants sont devenus majeurs, évidemment. Ils viennent me voir, ils me disent « Notre mère a décidé de repartir dans sa région d'origine. Elle vivait dans l'Est. Elle était venue vivre avec son mari les plus belles années de leur retraite au soleil. Et malheureusement, lorsque le mari est décédé, eh bien, elle a décidé de se rapprocher de sa famille en retournant à ses premières origines. » Jusque-là, vous allez me dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et les enfants viennent me voir en me disant, Maître, notre mère a décidé de déterrer notre père, de l'incinérer et de rapporter l'urne funéraire dans le cimetière de sa commune, dans l'est de la France. Parce qu'après tout, rappelez-vous, quand vous déménagez, vous ramenez vos morts avec vous. Si c'est pas le cas, posez-vous des questions. Alors c'est ironique, mais c'est cette histoire qu'on me raconte. Moi je me dis c'est quand même bizarre, et donc à partir de ce moment-là, je commence à faire toutes les démarches nécessaires pour éviter que l'entreprise de pompes funèbres vienne déterrer le malheureux et procède à quelque chose qui allait être irréversible. On va batailler comme ça pendant 3 ans. Je vais perdre devant le premier juge, parce que le premier juge est parti du postulat que l'épouse, qui avait passé plus de 45 ans avec cette personne qui était décédée, était évidemment le tiers intéressé et avait donc un intérêt légitime à demander cette exhumation parce qu'elle était celle qui connaissait les dernières volontés du mari défunt. Bon, ça n'a pas été simple de garder les clients en appel, parce qu'il a fallu que je bataille en disant écoutez, en fait, effectivement, au départ, on était parti sur la question de qui était le plus proche parent pour demander l'exhumation. Et en cours de procédure, sur la fin de la procédure, après avoir vraiment beaucoup réfléchi, il m'est apparu une autre stratégie. On ne va pas discuter de qui a le droit de demander. On va discuter à un autre étage. On va discuter de est-ce qu'on peut demander. Parce que c'est évidemment les tâches qui précèdent. D'abord, est-ce qu'on peut demander? Et si on peut demander, qui peut le demander? Donc ça veut dire que là, le débat sur qui peut le demander, c'était un mauvais débat, on allait perdre. Par contre, le débat sur est-ce qu'on peut le demander, c'était beaucoup plus intéressant parce que, vous le savez, quand vous choisissez votre mode de sépulture, ce mode de sépulture est irréversible. On parle d'immutabilité des sépultures. Si vous êtes enterré, vous êtes enterré. Si vous êtes incinéré, vous êtes incinéré. Et si vous êtes enterré et incinéré à un endroit, vous restez là. Donc c'est hyper important parce qu'évidemment, là on avait de la jurisprudence, là évidemment ça tenait la route. Le premier juge ne nous suit pas, lui ça l'intéresse pas, là pour le coup, c'est un mauvais juge, en tout cas il n'a pas été réceptif à notre argumentaire. Il
faut pas perdre les clients et il faut partir à la cour d'appel. La cour d'appel, c'était assez facile, hein. La jurisprudence que j'avais trouvée qui disait qu'il y avait un principe d'immutabilité, c'était cette même cour. Donc ils n'allaient pas me juger le contraire de ce qu'ils m'avaient dit 10 ans plus tôt. Donc la cour d'appel de Montpellier me donne raison, elle dit effectivement, vous avez raison, on ne peut pas déterrer un mort. Il n'y avait aucun argument qui permettait de dire que c'était une sépulture provisoire. Ça peut arriver, hein, les sépultures provisoires. C'est l'exception au principe de l'immutabilité. C'est provisoire quand les parents, les enfants sont pas d'accord sur est-ce qu'ils voulaient être enterrés là, est-ce qu'ils voulaient être incinérés ou est-ce qu'ils voulaient être uniquement inhumés. Donc là, quand vous avez un débat là-dessus, on peut temporairement faire une sépulture provisoire. Et là, c'était pas une sépulture provisoire, c'était une sépulture définitive. Donc il n'y avait aucun élément qui permettait à cette personne de déterrer le corps, de l'incinérer et de rapporter l'urne funéraire. Donc là, vous voyez, c'est cette stratégie qui m'est apparue alors que j'étais sous la douche, parce que je réfléchissais, je cogitais, et je me disais, mais comment je peux faire pour arriver à trouver une solution? Et à ce moment-là, éclair de génie, et là je vois pourquoi je suis avocat. Je suis avocat parce que justement, je trouve des solutions qui évidemment n'étaient pas évidentes, parce que clairement, on est passé à ça, que le mari soit effectivement déterré et incinéré.